Bonjour, c'est Pierre. J'ai ouvert un livre et ça s'appelle Le Dragon et l'Aigle. C'est édité chez Bernard Giovannangeli dans la collection Orbis Géopolitique, pour un total de 250 pages. Ce livre nous parle de la manière dont la Chine et les États-Unis se livrent bataille très indirectement sur les territoires subsahariens. C'est le café crayon. Afin d'étudier le livre et d'en présenter le contenu, je me suis concentré sur 5 aspects spécifiques, en l'occurrence les ressources présentées sur le continent africain, ensuite de ça les acteurs institutionnels états-uniens, de la même manière nous nous attaquerons ensuite aux acteurs institutionnels chinois, nous nous pencherons sur les tendances qui se dégagent de toute cette activité, enfin il sera temps d'étudier toutes les problématiques qui restent une fois la poussière retombée. Concernant les ressources, j'ai choisi de me focaliser sur 5 d'entre elles: le pétrole, le cobalt, le cuivre, le coltan et les produits industriels. Concernant le pétrole, l'exploitation moderne de ce dernier, après quelques initiatives de Shell dans les années 50 par exemple, n'a commencé qu'assez récemment, dans le golfe de Guinée, à l'issue de la période de troubles des années 80. Des producteurs indépendants, états-uniens, de relativement petite taille, développent l'offshore pendant une dizaine d'années, en évitant l'onshore pour éviter les troubles. Tout cela avant l'arrivée de certaines majors américaines, Exxon par exemple. L'arrivée de Chinois dans ce domaine est intervenue après le virage énergétique de 1994 et le premier forum de coopération Chine-Afrique en 2000. Commence alors une période de rachat et de prise de participation, aussi dans une optique de montée en gamme. À titre d'exemple, CNPC développe le pétrole soudanais à partir de 1995. De plus, début 2000, la CNPC remplace Exxon au Niger. L'autre ressource au centre de toutes les attentions est le cobalt. Je vais rentrer dans les détails parce qu'on n'en voit pas nécessairement l'application pratique de prime abord. Ce métal sert pour renforcer les alliages de fer et d'acier, mais aussi pour créer des accumulateurs dont le marché a radicalement changé depuis 10 ou 15 ans. Pour information, entre 50 et 60% des réserves estimées se trouvent en République démocratique du Congo. La Chine produit 60% par an du cobalt transformé, cela a fait quadrupler son prix sur une période de 2 ans. Le cobalt est donc une ressource très prisée. Par ailleurs, le cuivre est extrait dans les mêmes pays que le cobalt, Kenya, Angola et, une fois de plus, République démocratique du Congo. Son importance dans les domaines électriques et électroniques a justifié l'augmentation drastique de son prix entre 2009 et 2013. Concernant le coltan, les personnes ayant appris leur tableau périodique de Mendeleïev hausseront le sourcil à l'annonce de l'élément en question. Ce n'est pas un élément, c'est un minerai dont on extrait le niobium et le tantal. Le niobium fait partie de la liste établie par la Commission européenne des matériaux stratégiques en temps de guerre et en temps de paix, et il sert à renforcer les aciers. Toujours sur cette liste stratégique et extrait du coltan, le tantal. Il est utilisé dans le domaine de l'électronique, de la chimie et des aciers durcis tels que l'inénarrable fraise de votre dentiste. La dernière ressource mentionnée est multiple: textiles, petits articles manufacturés, produits pétroliers raffinés et machines-outils. Concernant ce dernier, à la suite de l'augmentation de ses salaires, la Chine commence paradoxalement à délocaliser certaines usines de fabrication de machines-outils sur territoire africain. À titre d'illustration, 45% des exportations non pétrole aux États-Unis sont de l'équipement de transport, 26% étant des produits pétroliers raffinés, venant essentiellement du Nigeria et d'Angola. Ces produits, quoique n'étant pas le pôle d'excellence des pays subsahariens, ne sont pas à négliger car, nous le verrons, ils conditionnent l'avenir à moyen et long terme des relations entre le continent et ses partenaires. Une parenthèse concernant le style d'écriture de ce travail: il n'est pas très aisé à lire, et pas seulement du fait des nombreuses données chiffrées et acronymes qui émaillent le texte. Cela est parfaitement normal compte tenu du sujet et de l'exactitude de ce que l'auteur a souhaité décrire. Ceci est
toutefois difficile à suivre, on a parfois affaire à des pronoms dont on peine à voir à quoi ils se réfèrent, au point qu'on relit parfois 2 ou 3 fois le même paragraphe pour savoir sur quel pied danser. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû me résoudre à faire pour la totalité du livre. Plutôt que de lire une fois en prenant des notes, j'ai été contraint de lire l'ensemble une première fois pour savoir à quoi j'avais affaire, pour ensuite relire l'œuvre en prenant des notes. Le texte semble s'adresser à un public extrêmement restreint, le genre de créature que l'on croise par accident, à la recherche d'un raccourci qu'on ne retrouvera jamais, qu'on ouvre la mauvaise porte et qu'on se retrouve au beau milieu d'une conférence de l'école de guerre. Ce genre de bestiole. Bref, le choix de publier quelque chose d'aussi pointu selon une organisation parfois irrégulière interroge sur le rôle qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'éditeur. Il est aussi bien plus facile d'avoir un sens de lecture lorsqu'on fait un livre, disons, à thèse. Je suis marqué par le livre d'Isabelle Jarjaille, pour illustrer, sur les délégations de services publics qui, sur un sujet qui peut paraître abscon, réussit à imprimer à sa démonstration une narration assez agréable à lire, aussi parce que c'est un texte à charge. Clément Nguyen faisant un réel effort de neutralité et de précision, une relative désorganisation est inévitable. À la décharge de l'auteur, une fois de plus, celui-ci a dû souhaiter publier son excellent travail le plus vite possible avant que les données ne soient périmées. Les acteurs institutionnels américains sont assez difficiles à singulariser, étant donné le millefeuille d'institutions, de sous-institutions et de comités variés. On peut cependant en distinguer 5. Les liens économiques liant les États-Unis et les acteurs gouvernementaux africains sont encadrés par l'AGOA. Qu'est donc l'AGOA? Elle fut créée en 2000 par extension du Trade Act de 1974, émanant d'une loi du Congrès listant les exemptions douanières des importations en direct des États-Unis par type de marchandises et par pays, y compris donc des pays africains. Le Trade Act ayant toujours eu un spectre d'application assez restreint, l'AGOA a tenté de contrevenir à ces limitations en encadrant mieux les exportations venues des pays d'Afrique vers les États-Unis. C'est donc une manière de contrôler ce qui rentre et comment ça rentre, à travers des exigences dont nous aurons un aperçu plus tard. Sur un volet très différent, l'ACOTA, ex-ACRI, encadre des formations militaires pour les personnels locaux. Ces formations sont organisées de manière progressive, se focalisant sur l'action de terrain, poursuivant avec un enseignement des méthodes de direction et de commandement, notamment par des biais informatiques. Enfin, une fois cela fait, le thème ultime pour les personnels locaux est de se former à l'interopérabilité avec des acteurs internationaux. En ayant des méthodes internationales, il sera possible de coopérer sur des missions transfrontalières, en particulier dans des opérations antiterroristes, qui est la focalisation majeure de la puissance américaine dans ces régions et qui justifie une relative ingérence militaire. Pour illustrer cela, l'AFRICOM est un commandement américain créé en 2008, supervisant l'ensemble de tout ce qui peut être qualifié de flux militaire. Elle encadre surtout les exercices de mise en application, donc des formations à quota ayant précédé. Il y a pléthore de sigles et de formes, que ce soit des entraînements navals ou sur terre, tels que les exercices annuels Flintlock. Je ne vous en fais pas une liste exhaustive. Par ailleurs, elle supervise le ravitaillement et son externalisation auprès d'entreprises privées, contractors dans la langue d'Adam Sandler. Ces entreprises complètent les ponts aériens et effectuent le transbordement et l'acheminement routier final. Une petite spécificité, ou du moins si c'est habituel, je l'ai appris à ce moment-là, les ravitaillements de carburant se font par avion, ce qui m'a un peu surpris. Ces trajets relient les différentes bases américaines construites dans les différents pays africains, qui sont au nombre de 0,5. AFRICOM utilise en effet tout son arsenal juridique pour, d'un côté, ne jamais appeler et faire appeler ces centres des bases militaires, et de l'autre, institutionnaliser leur présence. Il y a 3 types de bases AFRICOM classées selon leur degré de durées éphémères, ce qui permet aux autorités états-uniennes de toujours pouvoir prétendre ne pas s'insérer dans les affaires militaires de ces pays. La seule base en dur à peu près reconnue est celle de Djibouti. Power Africa est un dispositif mis en place lors du 2e mandat du président Barack Obama. Celui-ci était attendu au tournant, si je puis dire, puisque pour les analystes voyant les situations internationales à travers les prismes raciaux, un, je cite, fils de l'Afrique, devait nécessairement mettre en place des mécanismes aussi efficaces que sous le président William Clinton
ou mieux encore, ceux instaurés sous George W. Bush. Cependant, il n'en a rien été. L'opération finance par l'OPIC la petite électrification, compte tenu que les Chinois ont, nous le verrons, une longueur d'avance sur les grands projets. Power Africa met en place des barrages au fil de l'eau et des réseaux off-grid, c'est-à-dire disposés sur une aire restreinte et indépendants des réseaux nationaux et internationaux d'alimentation. S'il affiche vouloir se concentrer sur les énergies propres, 60% de la production d'électricité de ces projets proviennent de conversion de gaz. Le dispositif a déçu par son manque d'ambition en termes de volume financier et de volume des projets eux-mêmes. Concernant les institutions chinoises, je souhaitais commencer par le FOCAC. Je ne sais pas exactement comment je suis supposé le prononcer. C'est un forum de coopération Chine-Afrique organisé tous les 2 ans depuis 2000, permettant aux acteurs institutionnels des pays d'Afrique de discuter avec les entreprises internationales chinoises. C'est là le cœur des discussions financières, industrielles et économiques. Par contraste, le sommet économique et commercial de 50 chefs d'État avec le président Obama en 2014 ne semble pas voué à se répéter, notamment dans l'America First du président actuel. On ne rattrape pas le temps perdu. À travers le livre, on entend également beaucoup le nom de la Sinopec, une entreprise de construction pétrolière à dimension internationale et donc soutenue directement par le gouvernement chinois, c'est-à-dire par le PCC. C'est par elle et les autres entreprises comparables, CNPC et CNOOC, que la part du continent dans les importations de pétrole vers la Chine sont passées de 0% en 1989 à 25% en 2006. Les offres chinoises pour les gouvernements incluent des entreprises de construction et les solutions financières proposées par l'Exim Bank, selon le modèle qui est appelé modèle angolais, du nom de l'Angola où les entreprises chinoises sont très présentes et qui est devenu le deuxième exportateur de brut après l'Arabie Saoudite. La Sinohydro est de même niveau que la Sinopec et se spécialise, elle, dans la construction d'énormes barrages. J'ai dit plus tôt que le Power Africa états-unien élaborait des projets de petite électrification. Ce n'est pas un hasard car la Chine s'est spécialisée dans l'hydroélectricité de grande ampleur. La CGGC se place aussi sur les appels d'offres pour ce type d'équipement. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner, je cite simplement le barrage sénégalais de Sambagalou par la CGGC. La CREC, compagnie de construction ferroviaire chinoise, s'attelle à un autre gros chantier, pour citer l'auteur, relier le continent avec lui-même. À titre de comparaison, pour une distance donnée, un trajet met 3 fois plus de temps dans les pays africains qu'en Asie. Ce développement s'illustre par exemple avec le Central Corridor, où sont très bien placées les entreprises chinoises. C'est un réseau de routes et de rails de plus de 2500 km organisé par un consortium mêlant la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Il existe plusieurs autres projets de type corridor, pour user du terme anglo-américain, même si le Sahel est, disons, en pause, du fait du manque de stabilité de la région, notamment du fait de Boko Haram, centré sur le Niger. À petite échelle donc, le réseau ferroviaire à partir de Dakar est en train de subir une modernisation et une extension. Je cite la coopération sino-africaine pour la paix et la sécurité afin d'illustrer un début de rattrapage de la part des Chinois sur, si j'ose dire, le terrain militaire. Cela fait écho à l'évacuation forcée de ses ressortissants au Tchad en 2008, puis celle de Libye en 2011. 35 000 personnes tout de même. Les Chinois implantent des soldats, ça et là. Il est à croire que ce ciblage sur l'évacuation potentielle explique que, à la différence des Américains qui passent leur temps à faire des exercices, les soldats chinois, eux, ne sortent quasiment pas de leurs installations. J'ouvre une parenthèse sur Djibouti, car cela illustre en petit ce qui se passe sur le continent. Les États-Unis y ont établi une base militaire en 2002 sur un ancien site de la Légion étrangère française à Caen-les-Monniers. Ils ont étendu cette base militaire en séparant d'ailleurs la piste d'atterrissage du site principal, en réalité pour cause de crash répétés. Djibouti finit par être la base avancée d'Africom et la seule base stable reconnue officiellement sans que les autorités américaines ne maintiennent un flou artistique et juridique, contrairement aux autres bases. L'auteur utilise la métaphore d'un rocher stable autour duquel pousseraient des nénuphars à durée de vie variable.
y stationne la 6e flotte de la Navy, c'est là que s'organisent les exercices navals, d'autant que Djibouti a cette importance du fait de sa position proche de la Corne de l'Afrique et du golfe d'Aden, antichambre du canal de Suez où sévissait la piraterie somalie. C'est la tête de pont des activités militaires US qui est au centre du circuit de ravitaillement Aska, surnommé la Nouvelle Route des Épices. Le terme n'est pas à confondre avec les Nouvelles Routes de la Soie, dont le nom officiel en Occident est bien entendu en anglais, la Belt and Road Initiative. Djibouti est le second pays africain, avec le Kenya, qui se trouve officiellement sur la carte de ce projet multiple. C'est cela qui a encouragé à la construction du port multimodal de Doraleh, terminé en 2017, et de l'autre côté de la baie, une zone franche internationale, toutes deux supervisées par l'entreprise China Merchants Group. On se rappelle que toutes ces grosses entreprises internationales sont sous direction indirecte du gouvernement chinois. En 2016, au lendemain de la finalisation d'une ligne Djibouti-Éthiopie, la Chine avait également créé un site de support logistique. C'est ici encore une base militaire qui ne dit pas son nom. Djibouti est donc une tête de pont économique vers l'est du continent et les corridors de transport qui s'y dessinent, routes et systèmes ferroviaires, avec l'aide de constructeurs chinois. Pour les États-Unis, c'est aussi une tête de pont, mais militaire cette fois-ci, donnant sur l'ensemble du continent. La mise aux normes concerne plus les Américains et les organisations qui gravitent autour. Les ONG, financées en grande partie par des instituts américains et hongrois, maintiennent une certaine pression par l'émission par les gouvernements locaux de rapports annuels. L'ONG décerne ensuite un label, puis un classement pays par pays. Cette indexation permet de rassurer les investisseurs sur la bonne gouvernance de ce pays, ce qui leur permet surtout de ne pas être accusés de soutenir un régime qui ne serait pas ainsi légitimé. Les axes principaux de ces baromètres sont les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la transparence. Ce dernier aspect permet en particulier de s'attaquer à la prééminence chinoise, souvent perçue à tort et à raison, comme opaque financièrement. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives fait suite au processus de certification de Kimberley de 2003, mais de façon plus efficiente. Son but est d'éviter les diamants de conflit, phénomène en place en Sierra Leone, Libéria, Angola et, plus récemment, en République centrafricaine et en Côte d'Ivoire. Le petit monsieur qui soutient cela, et qui avait attaqué la Libre anglaise dans les années 90, en a profité pour critiquer publiquement l'attaque néocoloniale de la Chine et pour appeler à plus de transparence de leur part. La mise aux normes concerne donc l'aspect militaire, l'aspect juridique et économique. Cependant, elle concerne aussi l'éducation technique et économique des partenaires, à travers des bourses de formation. Les Américains ont notamment mis en place la Young Africa Leaders Initiative, qui rappellera la French American Foundation aux plus informés. Mais les Chinois ne sont pas en reste, même s'ils ont tendance, à la demande des gouvernements, à placer leurs centres de formation dans les pays africains eux-mêmes. Les deux puissances s'affirment très différemment sur le terrain, puisque la Chine s'y implante comme puissance géoéconomique mondiale. Cela lui donne une légitimité politique mondiale, donc, car, en plus des ressources déjà mentionnées, le continent africain, par la multiplicité de ses États, est un réservoir de ressources diplomatiques. Pour illustrer, l'Éthiopie avait reconnu la Chine dès 1970 et 25 autres pays africains lui ont emboîté le pas un an plus tard. C'est aussi pour cela que la Chine tente de débloquer un maximum de contrats auprès d'un maximum de gouvernements. L'institutionnalisation états-unienne est différente. L'après-crise des exécutions de Boys au Rwanda en 1991 a laissé un arrière-goût de plus jamais ça à l'opinion publique américaine. Tout en maintenant l'illusion de ne pas faire d'ingérence, AFRICOM met en place tout un arsenal de bases quasi éphémères et de tours de passe-passe juridiques. Cela pour assurer son leadership from behind, ce qui lui permet de tirer les ficelles de toute initiative militaire transfrontalière tout en ayant l'air de ne pas y toucher. C'est donc une forme de légitimation invisible. La sécurisation est un triple problème pour les trois types d'acteurs. Nous avons vu que, pour les États-Unis, les pays africains sont surtout en proie au terrorisme. C'est l'objectif numéro 1 de la puissance américaine dans ces régions, même si les militaires eux-mêmes se plaignent de l'inefficacité de ces dispositifs. Le développement par les Chinois des infrastructures d'extraction est aussi une sécurisation, économique celle-là,
de ses apports industriels. L'approvisionnement énergétique chinois est stratégique et la Chine ne peut se contenter des importations du Moyen-Orient, toujours dépendantes des desiderata états-uniens. Concernant les gouvernements africains eux-mêmes, leur position de relative faiblesse les a poussés à se tourner vers les finances chinoises qui, puisque quasi gouvernementales, sont moins dépendantes des fluctuations de marché. Toutefois, les États africains trouvent d'autres stratégies de négociation, ils essaient notamment de varier les sources de financement des grands projets afin de ne pas dépendre exclusivement des finances chinoises pour les projets construits par les Chinois. Une parenthèse personnelle ou presque pour rappeler à faire attention à un point qui est indirectement souligné par l'auteur lui-même. Si je ne suis pas informé particulièrement sur ce biais cognitif, il me semble que le cerveau humain est bien équipé, par économie de moyens sans doute, pour percevoir les tendances au détriment de la situation à un temps T. J'y avais réfléchi concernant, par exemple, la métropolisation française. Si la tendance est à voir un grand nombre de citoyens forcés à emménager dans les grandes villes, cela ne veut pas dire que tout le monde habite dans ces mêmes grandes villes. Si la tendance est importante, voire très importante, il ne s'ensuit pas nécessairement que la tendance s'est déroulée en totalité et que, bon, c'est fini, tout le monde est en ville ou à la rigueur en banlieue. Il en va de même pour la situation africaine, où les tendances décrites sont fortes, mais cela n'implique pas que, au beau milieu de la pampa d'un pays africain choisi au hasard, taper sur un buisson, il en sortira un GI, taper sur un caillou, il en sortira un ingénieur chinois à chemisette. Il faut savoir raison garder et bien se rendre compte qu'ils ne sont pas partout non plus. Ce qui ressort notamment est le manque de coordination. On se l'imagine difficilement, étant donné le peu de noms d'entreprises chinoises mentionnées, mais le fait de souhaiter débloquer un maximum de contrats auprès d'un maximum de gouvernements empêche en partie la Chine d'avoir et de mettre en place une véritable stratégie d'ensemble. Cela lui est reproché par les gouvernements locaux eux-mêmes, qui lui reprochent de ne pas s'investir dans les objectifs régionaux, voire continentaux. La Chine s'est donné pour objectif de faire un minimum d'ingérence politique et de donner priorité au bilatéralisme. Il est probable que ce soit afin de faire jouer son poids dans les négociations commerciales, mais on peut y voir aussi la volonté d'être bien considéré par une multiplicité d'acteurs gouvernementaux légitimes, plutôt que par des associations plurinationales moins nombreuses et peut-être plus fragiles. Quant aux États-Unis, les militaires se plaignent des mauvais résultats des dispositifs mis en place. Les locaux, une fois formés, sont ensuite ventilés dans différentes équipes, ce qui dilue les compétences. Les interventions otaniennes, de l'aveu même des Américains, semblent avoir encouragé les groupes terroristes de la bande sahélienne par leur échec. Les échecs sont issus d'un manque de renseignements et de connaissances du terrain. Sur le plan économique, la multiplicité des enveloppes, d'instituts, de sous-instituts et de lois contraignantes fait que le tout manque d'ambition. Le fait de, récemment, vouloir fusionner l'ancienne OPIC avec certaines subdivisions de l'USAID souligne la prise de conscience états-unienne, mais on peine à voir les résultats. En termes de développement, l'objectif va être de transformer l'essai, en convertissant les succès commerciaux en développements endogènes. Développement industriel, développement économique et développement humain. Ce n'est pas seulement par bonté d'âme que le problème se pose, mais surtout parce qu'il est souhaitable, pour les extérieurs, de transformer les pays africains en réserve de consommateurs. La ressource humaine est l'autre ressource du continent à exploiter. C'est un reproche qui est souvent fait à la Chine de ne pas investir assez en dur dans les usines sur place. Un reproche peut-être déplacé car la Chine a plus d'IDE, investissement direct étranger, que les États-Unis dans le domaine industriel en valeur absolue sur le continent. En termes d'investissement, il y a une confusion à dissiper concernant les institutions chinoises et américaines. Si la Chine est le premier partenaire étatique du continent, les États-Unis sont le premier investisseur, malgré les baisses dans ce domaine. La Chine a donné priorité à la prestation de services EDT, ingénierie, procuration, construction. J'utilisais l'expression clé en main car, oui, l'exploitation des infrastructures est laissée au gouvernement. Par contraste, les États-Unis achètent des parts dans les entreprises, 66% de ces IDE y sont miniers, ce qui montre une limite de leur vision du continent. Pour illustrer, la majorité des projets Power Africa sont en mode boot, construction, opération, transfert.
où l'entreprise constructrice garde la main sur le générateur, le convertisseur pour les tatillons, et ce pendant 10 à 20 ans. La question se pose donc du futur des investissements stables étrangers sur les territoires africains. Les États africains sont en demande de réciprocité économique, car les flux commerciaux ne se font que dans le sens Afrique-États-Unis et sur une gamme de produits très restreinte. La baisse drastique des importations pétrolières d'Afrique vers les États-Unis depuis 2008 a causé un rééquilibrage des flux, augmentant la part des produits manufacturés à petite ou haute valeur ajoutée. La demande de réciprocité vis-à-vis de la Chine concerne le volet politique. À force de ne pas s'immiscer dans les affaires des États, cela limite les relations interétatiques. Les efforts diplomatiques d'atténuation des conflits, avec l'ouverture d'un pôle militaire à Djibouti et l'affirmation officielle de vouloir être capable de réagir militairement sur le sol continental, montrent une volonté de procéder à cet approfondissement politique des relations. L'auteur, naturellement, pose, au sein de sa conclusion, la question de l'évolution des relations franco-africaines. Il n'y dédie que quelques pages, mais il est effectivement important d'interroger le rôle que la France a à tenir avec les États africains. Tout cela remet en perspective le fonctionnement et l'existence même du franc CFA, la logique même de monnaie plurinationale restreignant drastiquement, par rebond, les investissements gouvernementaux. La France doit envisager de changer tout aussi drastiquement ses rapports avec ses partenaires continentaux. D'autant que la Russie, la Turquie et le Qatar s'y mêlent et nous poussent à revoir rapidement notre copie. Une parenthèse finale concernant une analyse personnelle au regard des efforts chinois de maintenir un maximum d'accords bilatéraux. Peut-être peut-on y voir les failles et la faillite du modèle multilatéral sous contrôle américain issu des années 90, qualifié par l'auteur de moment unipolaire. La notion de gouvernance internationale commence à avoir du plomb dans l'aile, avant même son application. L'agitation états-unienne autour de ces questions est soit un signe de bonne santé, soit un chant du cygne. C'était donc Le Dragon et l'Aigle par Clément Nguyen, un livre exigeant certes, mais très complet et que je vous invite à consulter.